Francine Huel-Dreyfus, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Oui. Tu as travaillé sur la construction sociale des identités, identités professionnelles, les éducateurs, identités genrées. Première question, comment es-tu devenue sociologue? Je suis devenue sociologue en faisant une licence de sociologie à 4 certificats en 62-63. Elle venait d'être créée. Et j'ai fait cette licence parce que j'avais raté le concours de fin de première année de Sciences Po. Donc je suis devenue sociologue parce que j'avais raté Sciences Po. Alors j'ai fait cette licence à la Sorbonne. C'était Gurvitch et Aron qui étaient professeurs. Et moi, j'ai trouvé ça très riche. Alors évidemment, il y a un petit aspect univers refuge, puisque j'avais raté Sciences Po, comme ils disent dans Les Héritiers. Mais en même temps, je n'ai pas senti que c'était une discipline paria, comme ils disent aussi. J'ai trouvé que c'était une discipline très riche, très vivante, qui était en prise sur le social, sur le... Enfin, je sais pas, ça m'a tout de suite plu, quoi. Alors que Sciences Po, je traînais un petit peu les pieds. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai fait une première enquête, j'avais 23 ans, sur ce qu'on appelait à l'époque le mythe pavillonnaire. C'est devenu un bouquin, le mythe pavillonnaire. C'était un des assistants de la Sorbonne, Henri Raymond, qui m'avait branché sur cette enquête. Et c'était une enquête qu'on faisait à Choisy-le-Roi. Et on faisait des interviews dans des grands ensembles. Et on avait une batterie de photos et on montrait aux gens des photos de logements, des jolis pavillons, des trucs sympas alors qu'ils habitaient dans des endroits affreux. Et il y avait une question que je n'osais jamais poser, c'était « Vos voisins font-ils du bruit ?» Parce que à l'époque, il n'y avait pas le Roissy, le seul aéroport, c'était Orly. Et les avions d'Orly, ils descendaient sur les immeubles comme ça. Alors, on apprenait comme ça des choses, simplement par la peur d'une violence en boomerang. Et après, l'année d'après, j'avais 24 ans, j'ai fait l'enquête sociologie du public des musées, où j'étais rentrée au centre par Passeron, qui était l'autre assistant de la Sorbonne. Et cette enquête, je l'ai faite de 64 à 66 et à tous les postes de travail. Alors le centre de sociologie européenne était à l'époque dirigé par Raymond Aron et Bourdieu dirigeait cette enquête. Alors ça, c'était une expérience de travail très riche parce que de passer de tous les postes, j'ai commencé par faire des entretiens semi-directifs. J'avais une vieille de 4 chevaux de ma grand-mère et je partais au musée de Dreux tous les dimanches parce que dans la typologie de Bourdieu, le musée de Dreux, c'était typique des sorties en famille du dimanche où on emmène les gosses qui s'emmerdent, un petit musée pas intimidant, etc. Alors je me gelais dans ce musée et on faisait des entretiens semi-directifs. J'en ai fait aussi à Louviers et à Compiègne. Et puis à Compiègne, donc musée-palais, quoi. Hein, j'avais proposé un entretien à un monsieur qui sortait du musée avec ses enfants. On était dans un petit hall. Et il avait réagi d'une façon extrêmement violente. J'ai même eu peur qu'il m'agresse. Tellement ça lui avait paru insupportable d'être en plus interrogé de façon qu'il jugeait scolaire, hein, dans ce lieu sacré où il n'y avait aucune raison qu'il soit là, c'était une famille d'ouvriers. Bref, c'était le face-à-face avec la violence symbolique, hein, et qui te revient en boomerang, effectivement, et c'était assez dur. Il avait le sentiment que tu voulais lui faire passer un examen, c'est ça? Il avait le sentiment que j'en rajoutais. C'était déjà suffisant, ça suffisait comme ça, quoi. Alors l'enquête s'est poursuivie par un questionnaire et on a organisé le passage du questionnaire dans plusieurs musées parisiens, dans des musées de province, etc. Plus tard dans des musées européens. Et rien que sur la France,
on avait 10 000 questionnaires. C'était énorme. Hein. Et alors on les faisait passer, je me souviens, avec Yvette Delceau, on était au Jeu de Paume, et dans le grand hall du Jeu de Paume, enfin, qui n'existe plus comme musée maintenant sur la place de la Concorde. Et on avait tout le temps des problèmes de stylo-bille. On se rappelle des choses idiotes. On avait tout le temps des problèmes de stylo-bille parce qu'on faisait remplir les questionnaires, on donnait un stylo-bille aux gens et ils repartaient avec le stylo-bille. Et alors donc, voilà, des choses comme ça. Pour donner une idée de... C'était une usine, quoi. Hein, et un énorme travail. Alors après ces questionnaires, on les a mis sur des cartes perforées en carton. Il y avait des femmes dont c'était le boulot d'être perforatrices. Ça n'existe plus parce que maintenant on a les ordinateurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc à chaque questionnaire correspondait une carte perforée en carton, comme ça, avec des trous. On avait codé les réponses par des trous. Et puis ces cartes, il fallait bien en faire quelque chose. Alors c'était des tas hein, énormes. Et avec Salah Bouedja, un vieux collègue que j'aime beaucoup du centre, on partait au centre de calcul du CNRS et on bourrait nos cartes dans des machines de triage. Ils faisaient des tris croisés, ils faisaient tout, c'était des espèces de monstres comme ça. Et on rentrait ça, et on rentrait ça. Et de temps en temps, elles en recrachaient une ou elles en déchiraient une. Et nous, on était tellement perfectionnistes qu'on avait appris à perforer. Et quand il y avait une carte abîmée, toc, on la reperforait pour avoir bien notre N égale 10 000. Salah Bouedja, c'était le statisticien du laboratoire. Oui. Et puis, Bourdieu l'avait connu en Algérie. En Algérie, oui. Après, on a codé aussi. Ça, oui, ça, j'ai loupé cette étape. Le codage, c'était très intéressant. Il y avait une équipe de codeurs. Et c'était compliqué. Alors, on avait plein d'outils statistiques, des trucs de l'INSEE, des trucs de tout ce que tu voudras, sur les codes de catégories socio-professionnelles. Et de temps en temps, on n'arrivait pas à faire entrer les gens dans les cases. Et alors là, c'était des discussions de travail très intéressantes et pour savoir comment coder ça. Est-ce que ça rentre bien dans ouvrier, ou est-ce que ça rentre dans ça, ou est-ce que ça rentre dans ça? Donc ce qu'on essayait de faire, c'était en fait un travail de sociologie assez fin, c'est-à-dire de recomposer le poids relatif, capital social, capital culturel, capital économique déjà, hein, dans cette opération de codage. Et après, tu es parti dans le laboratoire de Ballandier. Alors à la fin de cette enquête, l'enquête finie, oui, moi j'avais continué ma formation en sociologie, c'est-à-dire qu'on avait une licence à 4 certificats, moi j'ai choisi d'en passer en plus un 5e, qui était sociologie et ethnologie de l'Afrique noire, qui avait été créé pour Ballandier à la Sorbonne. Et pendant que j'étais sur l'enquête des musées, je faisais ensemble, en même temps, je continuais à travailler dans le groupe de recherche qu'il y avait autour de Ballandier et surtout autour de son séminaire à la Sorbonne, qui était un séminaire vraiment passionnant. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai présenté beaucoup de travaux et finalement, après les musées, je suis rentrée là-dedans, quoi. J'ai travaillé au centre, j'ai eu un poste au Centre d'études africaines de la Sorbonne. Alors dans ce groupe de travail et ce séminaire, ce qui était important, c'était que, et ça c'est vraiment un apport important de Ballandier, on travaillait beaucoup sur la situation coloniale. C'est-à-dire qu'on étudiait l'anthropologie classique britannique, etc. Hein, mais en même temps, on essayait de comprendre ce que cette anthropologie ou telle information, etc., devait aux étapes de la situation coloniale dans laquelle elle avait été recueillie et construite. Et c'était donc réintroduire l'histoire dans... C'était réintroduire l'histoire dans l'approche des sociétés africaines, qu'on appelait encore traditionnelle. C'était
lutter contre une espèce d'ethnologie à la Griaule qui tendait à montrer l'Afrique comme éternelle, etc. Bon, comme on a entendu les âneries de Sarkozy bon, il n'y a pas si longtemps. Et donc, pour l'époque, c'était très révolutionnaire. Ça... Et je me rends compte maintenant, en préparant cet entretien, c'est là-dessus d'ailleurs que la préparation de cet entretien a un côté de socio-analyse intellectuelle. C'est que mon intérêt pour l'histoire, ma façon de travailler en sociologie en utilisant l'histoire énormément, tient aussi pour partie à cette formation-là. Donc, voilà, j'ai fait des travaux sur la sorcellerie au Bunyoro, où on montrait comment le rapport, la division du travail magique, le rapport entre magie et politique changeait en fonction des moments de la situation coloniale. Et puis j'ai démarré un projet d'enquête qui devait être un projet de thèse au Rwanda. Et le projet, c'était sur la colonisation religieuse, sur les débuts de la présence missionnaire. Donc j'ai pu faire un terrain, une espèce de pré-enquête de 5 mois, et j'ai étudié dans la région de Butare, la préfecture de Butare, c'est au sud-ouest du Rwanda, la plus ancienne mission, la mission de Save, qui avait été fondée en 1900. Et là, j'ai fait un travail sur le rapport entre colonisation religieuse, enfin, tenter de faire un travail, ébaucher un travail, sur le rapport entre colonisation religieuse et colonisation politique, des Allemands puis des Belges. J'ai fait un travail aussi sur la politique missionnaire, qui était terrible. C'est-à-dire comment ils sont, par exemple, engouffrés dans l'administration indirecte à partir des années 30, alors que c'était plutôt les populations Hutus, c'est-à-dire les populations d'agriculteurs, qui étaient convertis aux missions, qui s'étaient rapprochés des missions et convertis dans les années 1900. En 1930, c'est l'aristocratie Tutsi, la cour, etc., qui se convertissent en masse. Et alors, c'est un pays de collines, le Rwanda. On appelle le pays aux 1000 collines. Et il y avait des queues pour se faire baptiser, des queues énormes sur les collines pour se faire baptiser. Et alors, il y a toute une littérature du Vatican, le service missionnaire, la propagation de la foi, etc., qui ont salué la réussite missionnaire au Rwanda. Le Rwanda était la perle de la réussite missionnaire en Afrique. C'est terrible quand on pense à ce qui s'est passé après. Alors, je travaillais aussi avec les vieux catéchistes rwandais qui restaient. J'ai un souvenir absolument bouleversant de ce travail. C'était d'une très grande richesse, parce que les gens étaient magnifiques. Et puis aussi, c'était la prise de conscience de ce que c'était que la colonisation. C'était aussi la découverte de la misère d'un pays qu'on appelait à l'époque sous-développé, tiers-monde. Et voilà, et ça vous marque pour la vie, quoi. Ça vous donne un autre regard sur les choses. À partir de ce moment-là, j'aurais pu continuer en africanisme. Pour mener à bien ce projet, il aurait fallu retourner, faire d'autres terrains. Et puis, voilà, je me suis mariée, j'ai attendu mon fils. Donc, je ne voyais plus très bien retourner au Rwanda avec un petit enfant. Mon mari, ça c'était compliqué, donc j'étais un peu paumée. C'est une période où vraiment j'ai un peu flotté, je ne savais plus trop quoi faire. Tu enseignais encore à la Sorbonne la sociologie de l'Afrique? Oui, et surtout au centre d'études africaines de l'école, où on avait organisé une formation à la recherche en Afrique noire, la FRAN. Et donc je m'occupais de ça.
Et en même temps, j'ai engagé, parce que je m'intéressais à la psychanalyse pour des raisons personnelles, j'ai engagé des études de psychologie clinique à Paris, à Censier, à l'époque, ça s'appelait Censier. Donc j'ai fait une licence et une maîtrise de psychologie clinique. Alors, ce que ça m'a apporté par rapport à la suite, puisque maintenant je relis ça à la lumière de ce que j'ai fait après, c'est de travailler dans des institutions psychiatriques. Parce que l'enseignement, on avait un enseignement assez rigoureux, mais on avait aussi des stages, c'était très important. Donc j'ai fait un stage à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, dans un service de femmes dirigé par le professeur Postel. J'ai fait un stage assez long dans un centre d'observation à Vitry. Et puis j'ai travaillé 2 ans et demi comme bénévole à Bonneuil-sur-Marne, dans le centre expérimental fondé par Maud Manoni. Alors ça a été aussi un peu comme l'Afrique, si tu veux, des occasions de confrontation avec le monde social quand même très, à la fois éprouvantes, émouvantes et porteuses de sens et riches pour l'avenir. Je veux dire, c'est très difficile de faire de la sociologie si on n'a pas, je crois, si on n'est pas confronté à des choses comme ça. Alors dans ces stages, tu vois, à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, bon, on voyait très bien que c'était beaucoup de vieilles dames qui étaient là, et elles étaient là parce que il n'y avait pas d'autre endroit où les mettre. C'est des femmes qui n'avaient plus de famille, c'est des femmes qui n'avaient pas accès à des maisons de retraite, et donc, bon, elles étaient là. Elles y étaient pas mal d'ailleurs, elles étaient bien traitées, mais c'était quand même une espèce de carrière psychiatrique qui servait de maison de retraite. Et puis au centre d'observation de Vitry, c'était autre chose, c'était des enfants plutôt âgés déjà, plutôt des préadolescents ou des adolescents, qui étaient en rupture de banc scolaire, familiale, etc. Et pré-délinquants, comme on disait, avec encore une de ces notions bizarres. Et ils étaient là, alors il s'agissait, comme le nom l'indique, d'observer ce qu'on allait pouvoir faire d'eux, en fait. Où est-ce qu'on allait les placer, etc. Donc ils passaient, c'est un internat, ils passaient quelques mois, et puis à partir de là, on leur trouvait des institutions qu'on pensait bonnes pour eux. Et Bonneuil, c'est autre chose. Bonneuil, c'était vraiment la confrontation avec l'autisme et la psychose infantile, qui est aussi quelque chose qui ne vous laisse pas indemne. J'ai beaucoup appris avec ce centre, avec Maud Manoni. J'y suis restée longtemps, on travaillait 1 journée par semaine en tant que bénévole. Et même quand je suis revenue au centre, ce que je vais raconter maintenant, j'ai continué. Et après, j'ai fait des camps de vacances aussi avec ces enfants. Et après, j'en ai pris chez moi le week-end, parce que une des options de Manoni, c'était qu'il ne fallait pas qu'ils soient enfermés, les enfants. Et d'ailleurs, sa réflexion, qu'on peut relire maintenant dans un très beau livre qui s'appelle « Éducation impossible », c'était surtout qu'il fallait démédicaliser, dépsychiatriser, faire des institutions ouvertes, ne pas enfermer les enfants dans l'institution. C'est-à-dire que nous, par exemple, on emmenait des enfants chez des artisans qu'on avait sollicités, des artisans de Bonneuil, pour qu'ils acceptent de prendre les enfants une matinée par semaine, etc., pour les sortir justement de là. Et moi, je me suis comme ça appris à faire des matelas, parce que j'emmenais une gamine chez un matelassier que j'avais trouvé. Elle n'a jamais touché une aiguille, mais moi, j'ai appris à faire des matelas. Mais enfin, elle était contente d'être là. Donc, à partir de cette expérience-là, ce parcours de formation en psychologie clinique et tous ces stages en institution psychiatrique, et en restant toujours à m'occuper de la formation de la recherche en Afrique noire, mais en me disant je ne veux pas retourner sur le terrain, j'ai construit un projet de recherche en sociologie sur l'espace institutionnel de l'enfance inadaptée.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait du côté de la justice? Qu'est-ce qui se passait du côté des institutions privées? Qu'est-ce qui se passait entre le rapport entre l'école et le médico-pédagogique, etc., etc. Et la justice des mineurs. Et j'ai pondu un gros projet de 20 pages serrées. À mon avis, il y avait un programme de recherche pour 10 ans à 10 personnes. Et je téléphone à Bourdieu, je lui dis voilà, je ne veux pas retourner sur le terrain en Afrique. J'ai un projet de recherche sur l'inadaptation. Est-ce que je pourrais vous l'amener? Est-ce que ça m'intéresserait le centre, etc. Ah, il m'a dit oui, ben alors donnez-le à Chamboredon. Chamboredon, Jean-Claude Chamboredon, à l'époque travaillait à l'École normale supérieure et s'était spécialisé dans la sociologie de la construction de la jeunesse, sociologie de la construction de la délinquance, métier d'enfant, etc. Donc il était un très bon interlocuteur pour moi. Alors je lui fais lire mon dossier, je le connaissais de l'enquête sur les musées. Je lui fais lire mon dossier, il trouve ça très bien, Bourdieu trouve ça très bien, et hop, me voilà embarqué dans la nouvelle aventure du CSE, qui s'appelait à l'époque Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, dont Bourdieu était directeur. Après la séparation avec le Centre de sociologie européenne avec Aron et les problèmes de 68. Et moi, j'y suis revenue en 73, à une époque où c'était extrêmement dynamique, quoi. Oui, donc tu étais chef de travaux à ce moment-là, tu reviens en 73 au Centre de sociologie européenne, et donc tu vas publier cet article sur la construction de l'enfance anormale dans le premier numéro des Actes de la recherche en sciences sociales. Absolument, là j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que le centre en 73, c'était, quand j'y suis arrivée, moi ça me paraissait, il y avait deux choses importantes. Il y avait un séminaire qui était absolument formidable à l'école normale le soir, qui était dirigé par Bourdieu et Jean-Claude Chamboredon. Et on travaillait sur effectivement la sociologie des œuvres, mais aussi les modes de domination. Et j'avais pu présenter mon travail sur mon projet sur l'enfance anormale à cet endroit-là, et ça avait été des réactions qui m'avaient beaucoup aidée, hein. Et donc, avec mon énorme projet, il a bien fallu trouver une façon de commencer, parce que ce projet, c'était basé beaucoup sur des chiffres absolument hallucinants. Il y avait l'Interplan Enfance Inadaptée 65 qui disait qu'en France, il y avait 200 000 débiles moyens, 500 000 débiles légers, que 3,5% de la population de 5 à 20 ans était inadaptée, etc. Et il y avait une espèce de déferlante comme ça, inadaptation, hein. Alors, j'avais aussi proposé de travailler sur l'histoire de cet espace. Et finalement, j'ai commencé sur l'invention des classes de perfectionnement, ce que j'ai appelé l'école obligatoire et l'invention de l'enfance anormale. Et c'est ça qui est passé dans le premier numéro de Actes. Bon, parce que la deuxième chose qui était importante au centre à l'époque, c'était que ça bouillonnait dans la création de Actes. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de revenir dans le centre à ce moment-là. Et alors, comment ça se passait? C'était très porteur, quoi, je veux dire, hein. C'était très gai, c'était très drôle, et c'était très porteur. Et on était enthousiasmés par le projet. Et puis, toutes les recherches s'en ressentaient, je veux dire. Parce qu'il y avait peut-être un débouché possible dans Actes pour les recherches. Il y avait une espèce de forme de compétition. C'était très vivant, quoi. Alors, Actes, comment ça s'est passé? Au début, c'était pendant les 5 premières années, je verrais ça comme ça aujourd'hui, c'était une espèce de ruche, boulevard Raspail, là, 5e étage, les locaux que tu connais, et on était tous mobilisés. Et on faisait absolument tous les métiers. C'était artisanal, hein. Il faut encore quand même se rappeler qu'il n'y avait pas les ordinateurs, hein.
Donc, on avait des colonnes de texte comme ça. Quand il fallait corriger des erreurs, on avait des espèces de décalcomanie, des lettres à 7, ça s'appelait, je me rappelle. On corrigeait des erreurs avec du blanc, puis on recollait notre lettre à 7 qui ne voulait pas se coller, enfin, etc. Et puis on lisait des thèses pour voir si on pouvait en tirer un article, on ramenait des recherches, on ramenait des gens. On faisait aussi beaucoup d'illustrations, c'était une revue illustrée. Et ça a été un de ses charmes au départ, c'est-à-dire des documents graphiques qui avaient un sens sociologique et qui parlaient directement à l'œil comme ça, et du coup on ne lisait plus les textes de la même façon, il prenait aussi une espèce de charge de clin d'œil, enfin, mais un clin d'œil sociologique. Hein. Et alors moi j'ai appris à faire tous les métiers, on faisait des résumés, on traduisait, j'ai traduit des tas de textes, et surtout on faisait de l'illustration, donc j'allais chercher des photos. Alors je connaissais très bien les agences de photos de Paris, et Violet aussi, parce qu'on avait pas mal d'articles historiques, et on amenait des illustrations, est-ce que ça irait, est-ce que ça irait, et on avait même un banc photographique, le scénario nous avait acheté un banc photographique, un machin énorme, où on se brûlait les pattes avec les produits, et on tirait nous-mêmes pour illustrer les articles, on collait, puis il y avait un maquettiste, et puis après tout ça, ça partait chez l'imprimeur. Enfin, c'était vraiment du travail à l'ancienne. Hein. Et je me rappelle une fois, il y avait eu un article sur la Chine, sur les examens chinois et le mandarinat, c'est-à-dire le rapport entre école et politique dans la Chine ancienne, où c'était si important. Et on était partis avec Champagne au centre Chine de l'école et on leur avait dit il faut absolument que vous nous montriez tout ce que vous avez sur les examens chinois. Alors on s'est dépouillé des tas de bouquins, on a trouvé de l'iconographie, etc. C'était vraiment formidable et on passait d'un sujet à un autre sans arrêt. C'était une espèce de gymnastique folle, quoi. Il fallait que ça soit bouclé aussi, il y avait l'urgence. Tout ça, ça faisait une espèce de dynamique formidable du rapport entre le collectif, l'individuel. Et je pense que c'est autour de cette période que Bourdieu parlait d'intellectuel collectif, etc. Ça a été une réalité pendant toute cette période-là. Après, il y a eu quelqu'un pour s'occuper de Actes complètement. Il y a eu les ordinateurs. Bourdieu est parti au Collège de France. Ça s'est un peu routinisé, ça s'est académisé, dirons-nous. Hein, et c'était différent. Mais ça, cette période-là, c'était vraiment stimulant. Alors, tu as travaillé à cette époque un peu sur le travail social et puis tu as engagé une recherche sur le métier d'éducateur qui va donner lieu à ta thèse de doctorat soutenue sous la direction de Bourdieu et à un livre qui est devenu un classique de la sociologie. Non, ce n'est pas sous la direction de Bourdieu, c'est sous la direction de Viviane Isambert-Jamatier. Ah, pardon, d'accord. Parce que Bourdieu, ça l'emmerdait de diriger les thèses. D'accord, mais il était à ton jury. Oui. Voilà, pardon. Et donc, ça a donné lieu au métier d'éducateur. Donc, c'est un livre qui est paru chez Minuit en 85, qui est un classique de la sociologie. Donc, tu comparais en fait les éducateurs des années 60 aux enseignants, aux instituteurs en fait du début du siècle. Et donc, c'est une comparaison très inhabituelle. Et comment est-ce que tu as construit cet objet et en quoi cette construction reflète une certaine conception de la sociologie historique pour toi? C'est une question très difficile. Alors d'abord, pour être honnête, je dois dire qu'il n'y avait pas de comparaison au départ. Hein? La comparaison, elle s'est faite tout à fait à la fin. J'ai commencé par, comme je sortais de l'obligation scolaire et l'invention de l'enfance anormale, qui était quand même un truc invraisemblable, de voir que à peine sortie, l'école gratuite laïque obligatoire, ça produit des déchets. Ça produit de l'exclusion, ça produit des déchets, et qu'on commence à inventer des sciences. Alors la médecine et la psychologie se battent, etc. C'était aussi des logiques de conquête de marché. Hein. Et on invente des sciences pour désigner ce qu'on a appelé une anormalité scolaire.
Alors il y avait les arriérés et les instables à l'époque. Ça continue d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Alors les instables, c'est des gosses qui ne tenaient pas en place, qui avaient un défaut de l'attention comme présenté comme un défaut de la volonté, c'est-à-dire on moralisait complètement ça. Et les arriérés, c'était pas... Ben justement, les arriérés, c'était spécial. Parce que si ce n'était pas spécial, on n'aurait pas créé des classes spéciales. Il ne fallait pas qu'ils soient considérés comme des simples paresseux, comme des ignorants. Hein. Non, il y avait un truc spécial. Alors qu'est-ce que c'était le truc spécial? C'était qu'ils n'avaient pas d'intelligence abstraite. Ils avaient un mauvais rapport aux mots. Ils n'avaient pas d'intelligence verbale, comme on disait. C'est là-dessus que s'invente le QI. Hein. Ce que ça voulait dire que le médico-psychologique naissant reprenait complètement les classements scolaires. À tel point que Binet disait on peut dire qu'un enfant bon en rédaction, quoi qu'il ait par ailleurs comme défaut, ne sera jamais un arriéré. Alors, évidemment, la rédaction, c'était la matière la plus noble. Hein. Par contre, on disait que ces enfants-là, ils apprenaient par cœur. Et apprendre par cœur, c'était la moins noble des manières d'apprendre. Alors, tout ce travail était basé quand même sur une référence à la reproduction. Hein. À la reproduction, au sens où la reproduction de Bourdieu et Passeron, pour moi, ça reste un ouvrage totalement révolutionnaire sur l'idéologie du don naturel. Bon, tu vois, c'est long à raconter parce que, en fait, c'est à partir de là que j'ai fait le travail sur les instituteurs. Parce que je voulais comprendre, essayer en tout cas, comment des gens, si vite après la création de l'obligation scolaire, cette école républicaine avec son idéal méritocratique, etc., comment si vite ça produit des déchets et comment ces déchets, on les analyse en dehors de l'école. C'est-à-dire on crée le début de la médicalisation de l'échec scolaire. Donc j'ai fait un travail sur la formation des instituteurs, sur les processus d'acquisition de l'identité d'instituteur dans ces années-là. J'ai travaillé sur les écoles normales, finalement qui sont des institutions totales, à la Goffman. Ce qui est frappant quand on travaille là, sur cette période, c'est de voir à quel point les idéologues de l'école républicaine se sont inspirés du modèle catholique des séminaires. C'est fou, c'est pareil. C'est fabriquer une autre nature, hein, à tel point qu'on pourrait peut-être, pour reprendre le concept de Bourdieu, on pourrait peut-être parler d'habitus instituteur. C'est très fort, il y a une espèce de prise de corps, une prise sur les corps, on voit bien dans les photos. Hein. Et la grande mythologie autour des instituteurs, c'est des mythologies politiques, hein, qui ont des charges politiques, c'était, quand on était de gauche, on disait c'est les fils du peuple, hein, méritocratie par l'école, exemple vivant de la méritocratie par l'école, fils du peuple. Et quand on était de droite, on disait c'est des fils du peuple, donc c'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Et qu'est-ce que c'est le mauvais petit savoir populaire? Et vas-y que je te dégage, que je te dégueule sur les primaires. Alors ça, c'était central, les primaires. Les primaires en français, c'est quand même curieux de voir que c'est resté une insulte. Hein? Un individu primaire, l'école primaire, un individu primaire, un rapport primaire au savoir, etc. Donc voilà, moi j'ai travaillé sur cette formation des instituteurs dans les écoles normales et sur la façon dont on fabrique une nouvelle profession et aussi sur la façon dont les gens s'approprient cette nouvelle profession, se coulent dans le poste. Hein. Après ça, j'ai démarré un travail sur les éducateurs spécialisés des années 68. C'était aussi une façon de travailler sur 68. Donc là, pareil,
des écoles d'éducateurs, l'idéologie de ce secteur de travail, la façon dont les éducateurs spécialisés s'investissent dans le poste, etc. Et puis c'est seulement peu à peu que j'ai fini par faire une comparaison. Et en fait, la comparaison, elle porte sur plusieurs choses. Elle porte sur les espaces institutionnels, c'est-à-dire comment, au terme d'une histoire longue et complexe, le secteur de l'éducation spécialisée, du médico-pédagogique, la psychiatrie de l'enfant, etc., entretient avec l'école un rapport de complémentarité pratique et d'opposition idéologique qui se renouvelle sans cesse au cours du temps. Ça, c'était très important. D'ailleurs, les éducateurs spécialisés des années 68, pour eux, la profession repoussoire, c'était un stit. Et c'était souvent celle que leurs parents auraient voulu leur voir exercer. Et c'était objectivement celle qui ne pouvaient plus exercer. Parce que dans ces années-là, on voit bien quand on regarde les statistiques, pour entrer à l'école normale, il fallait des diplômes beaucoup plus élevés que ceux qu'ils avaient. Les futurs normaliens avaient souvent fait 1 ou 2 années d'études supérieures, ils avaient passé des bacs S, etc. Alors que les éducateurs, je ne sais pas comment les définir, si on peut les définir, ils avaient le niveau bac, quoi. Hein? C'était des gens qui avaient le niveau bac, c'est-à-dire des fois ils avaient le bac, des fois ils n'avaient pas le bac. Ils ne savaient pas très bien faire de leur bac. Ils avaient des bacs mous. Et pour comprendre vraiment ça, il faut revenir sur les trajectoires, quoi. Enfin, je vais y venir après. Donc, quand j'ai fini par comparer, c'était long. J'ai comparé en fait autour du thème du rapport au passé. C'est-à-dire, dans les 2 cas, travailler sur des trajectoires familiales, c'est-à-dire travailler sur l'origine sociale dans une dimension historique. Ça, je crois qu'on ne dira jamais assez aux étudiants combien c'est important de travailler l'origine sociale dans une dimension historique. C'est-à-dire les grands-parents, les changements dans les parents, les déplacements géographiques, etc. Je veux dire, les visions familiales des investissements scolaires, elles se forment, les visions de l'avenir pour les enfants, elles se forment au long de toute une histoire qui comprend au moins 2 ou 3 générations. Et la façon dont les enfants devenus grands pensent cette histoire, peuvent la reconstruire, c'est-à-dire le rapport subjectif à l'origine sociale, ce qui je crois être quelque chose de très important aussi, ça dépend de ces trajectoires, ça dépend de ces visions de l'avenir, ça dépend, etc. Alors, ce que j'ai comparé, c'est des rapports au passé, c'est-à-dire que les instituts des années 1900, ils avaient un rapport à la famille d'origine qui était un rapport de reconnaissance, comme si toute l'histoire familiale avait porté et leur investissement dans ce métier, dans ces études, et ce qu'ils étaient devenus. Et puis les éducateurs, c'était le contraire. C'était des histoires familiales qui sont tendues, heurtées, un rapport critique, un rapport réflexif au passé, etc. C'est-à-dire que, en fait, la comparaison, ce serait peut-être une comparaison, je résume vite quelque chose de compliqué, c'est pour ça que ce que je dis est peut-être un peu confus, mais la comparaison, ce serait une comparaison des mémoires, une comparaison des... Qu'est-ce que c'est une sociologie de l'autobiographie ? Qu'est-ce que c'est la construction historique d'images opposées et complémentaires de secteurs de travail, etc., etc. Tu vois ? Alors tu as ensuite conduit une recherche sur une secte de Brasilia
avec Araxi Martins Rodriguez. Ça a donné lieu aussi à un article dans Actes de la recherche qui est intitulé Réincarnation. Est-ce que tu peux raconter brièvement ce terrain? C'est une recherche que j'aime beaucoup. J'avais été au Brésil, j'étais invitée au Brésil, et donc avant de partir, j'avais lu des trucs, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est dans un numéro d'Autrement sur le Brésil qui m'était tombé dans les mains. J'avais lu que toutes ces sectes syncrétiques, toutes ces églises parallèles, tout ça, je me disais, bon, c'est marrant, il faudrait peut-être essayer de regarder quelque chose comme ça pendant ce voyage. Parce que moi, quand j'étais en africanisme, j'ai beaucoup travaillé sur les messianismes, le millénarisme, les cargo-cultes, etc. Hein. J'ai publié un article sur le prophétisme en Afrique du Sud. Et donc, ça m'intéressait, quoi. Et là-bas, j'ai réussi à trouver le contact avec un gars qui travaillait à l'université de Brasilia, s'occupait des photocopies, du café. Il avait ces espèces de boulots comme il y a dans ces pays-là où on paye des gens comme ça pour servir les autres tout le temps. Hein. Alors c'était lui qui faisait le café au prof, c'était lui qui allait faire la photocopie, c'était lui-ci, ça. Un peu un homme à tout faire. Et en fait, il avait un poste assez important dans une secte qui était à 60 km de Brasilia et qui s'appelle le Valle do Amanecer, ça veut dire la vallée de l'aurore, du réveil, la rédemption. Et donc, j'avais convaincu mon ami Araxi Martins Rodriguez, qui, comme moi, s'intéressait aussi aux passerelles entre sociologie, psychanalyse, aux églises, etc., de venir avec moi à Brasilia, parce que je ne parlais pas bien portugais, je ne parlais même pas du tout portugais. Et elle est venue, et on s'est amusé comme des folles, et voilà, on a rencontré cet homme, on a fait des entretiens avec lui, on a été passer du temps dans la secte, un petit peu de temps, ça a été très bref. Hein. Collecter une masse de documentation de la secte, éplucher tout ce qui s'était écrit sur cette secte, réfléchir sur la construction de Brasilia. Et finalement, j'ai rédigé cet article qui était un peu programmatique dans mon esprit, parce qu'il n'y avait pas assez de terrain, mais qui était quand même intéressant et qui montrait que la secte avait joué le rôle d'une remise en ordre symbolique du monde pour des gens, hommes et femmes, qui avaient participé à la construction de Brasilia, c'est-à-dire avec cette immigration de l'intérieur où les racines avec les familles d'origine et les terroirs d'origine sont complètement coupées. Et une fois que la ville a été construite, ces gens n'avaient plus où aller, n'avaient plus d'espace où se repérer. Ils avaient souvent perdu leur boulot, parfois ils avaient retrouvé un petit boulot, comme la personne dont je parle, parfois non. Et c'était sur une base comme ça que la secte permettait d'offrir un espace de réimplantation dans le monde, de repérage symbolique. Et elle fonctionnait aussi beaucoup sur masculin-féminin. Comme si dans ces moments, dans ces espaces où tout se brouille, où ça devient chaotique, il y avait besoin de recentrer sur des choses comme ça. Et c'était très fort. Hein. Je n'ai pas le temps de raconter ça ici, mais tous les rituels et toute la théorie de la secte, tous ces rituels étaient basés sur l'opposition masculin-féminin. Hein. Les médiums femmes étaient contrôlés par des hommes qui étaient aussi médiums mais qui ne faisaient pas la même fonction médiumnique et qui étaient des théoriciens. Donc ils marchaient en couple. Ça, c'est très intéressant. Et c'était aussi
une redéfinition des qualités masculines et des qualités féminines. Voilà, donc ça a donné une recherche qui est parue dans Actes, effectivement. Et donc c'est déjà à l'origine de ton intérêt pour ce clivage masculin-féminin, on va y revenir, mais je voulais juste, tu as mentionné les traductions, tu as traduit et introduit un chapitre du livre de Norbert Elias et John Scottson, Established and Outsiders, qui n'était pas traduit en français à l'époque. Dans Actes, en 85, tu as fait une introduction. Ce chapitre, en fait, porte sur le rôle de la rumeur dans la construction des identités stigmatisantes et dans les logiques de l'exclusion. Je me souviens que tu nous faisais lire ce livre dans ton séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales. Tu nous faisais lire aussi Nationalism and Sexuality de George Mossé, Asile de Goffman. Et, bon, sur Elias, comment est-ce que tu t'es intéressée à Elias à cette époque? Elias, j'ai trouvé ça formidable. C'était je pense son intérêt croisé pour l'histoire et la sociologie. Moi, c'est une œuvre qui m'a énormément apporté. Et par exemple, sociogenèse qu'on utilise tout le temps, c'est quand même lui qui avait mis ce concept en valeur. Et puis aussi le fait que on pouvait réfléchir sur les économies psychiques de façon sociologique et historique. C'est-à-dire, c'est tout son travail, par exemple, sur la société de cours. Je trouve que Chartier a fait une présentation remarquable de ce livre. C'est-à-dire que Elias s'était intéressé par sociologie et histoire et sociologie et psychanalyse. Quand il était venu en Angleterre réfugié, et il avait fait partie de groupes de psychanalyse. Voilà, donc Established Outsiders, c'est pour moi un livre central sur le racisme. Je pense que c'est un livre qui devrait être au programme des écoles aujourd'hui, parce qu'il montre très bien comment l'exclusion de l'autre résulte d'un processus historique au cours duquel se définissent des premiers arrivants, les établis, ce qu'il appelle les établis, et des nouveaux venus exclus. Et il l'analyse d'une façon extrêmement fine dans cette petite ville ouvrière anglaise. Je pense que c'est un modèle, et voilà, pour moi, Elias, c'est une magnifique sociologie, très ample, très riche, très stimulante. Et voilà, j'ai travaillé beaucoup, Elias, avec les étudiants. Oui, donc, et j'ai traduit effectivement ça. Donc, j'évoquais les lectures qu'on faisait dans ton séminaire en 90, donc tu venais d'être élu maître de conférence à l'école des hautes études. Et alors, tu as participé à cette époque aussi à l'enquête collective sur le malaise social, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui a donné lieu à La misère du monde, avec un entretien qui est paru sous le titre La messagère. C'est un entretien que tu as fait avec une ancienne étudiante d'origine marocaine, Aïcha, au moment de l'affaire du voile. Et je voulais te demander en quoi est-ce que cet entretien relève pour toi de la socio-analyse? Aïcha, c'est une jeune femme que j'avais connue à l'université d'Amiens, Picardie-Jules Verne, où tu enseignais avec oui, où j'ai Jean-Claude Combessy. participé à l'enseignement de maîtrise et DEA pendant 2 ans, à la demande de Jean-Claude Combessy et de Trine Van Tao, qui avait un afflux d'étudiants, parmi lesquels Aïcha, et beaucoup d'autres Marocains. Et cette jeune femme avait fait un DEA sous ma direction, qu'elle a fait en 2 temps. Elle faisait des entretiens avec des filles un peu plus jeunes qu'elle, sur la façon dont elles fréquentaient les bibliothèques, sur leur rapport à leur famille, etc. Et elle arrive avec son DEA première version, et il n'y avait absolument rien de son terrain. C'était un truc complètement abstrait, sur des livres, etc. Et avec Jean-Claude Combessy, on lui dit, écoute, c'est dommage, pourquoi tu n'as pas utilisé ton terrain? Et elle dit, ah, je ne sais pas, j'y arrive pas. Alors on dit, écoute, c'est toi qui choisis. Soit tu passes ton DEA comme ça,
soit tu prends un an de plus et tu remets ton terrain dedans. Et finalement, j'ai choisi la deuxième solution. Et l'entretien que j'ai fait avec elle, ça tourne autour de son rapport à l'histoire familiale, de la façon dont elle a été, dans sa famille, une messagère de l'intégration, c'est-à-dire c'est elle qui remplissait les déclarations d'impôts, par exemple. Et de la façon dont, quand elle est arrivée jeune femme et elle s'est mise en ménage, enfin plutôt elle s'est plus ou moins fiancée avec un Français, ça a été un drame terrible, dont ses parents, avec son père, l'ont renvoyée au Maroc pour qu'elle cherche à voir si elle ne pourrait pas y trouver un bon job au Maroc, ce qui était une façon pour eux, elle dit elle-même, d'avoir un pied-à-terre au Maroc. Et elle ne trouvait pas de travail en France aussi. Elle trouvait aussi que ces études de sociologie, finalement, comme pour les étudiants français, c'était pas facile de trouver du boulot. Et alors qu'avec ces diplômes-là, au Maroc, on imaginait qu'elle aurait dû être ministre. Et puis tout ça, quoi. Et elle a fait une dépression. Et je pense que Aïcha, elle fait partie des gens pour qui la sociologie a été quelque chose de constructif, d'indispensable, qui permet de réfléchir les contradictions de son histoire personnelle. Pour moi, Aïcha, c'est l'incarnation des difficultés, des ambivalences et des difficultés recontinuées et recontinuées du processus d'intégration, dont a très bien parlé Abdelmalek Sayad, hein, dans ces deux grands livres qui sont aussi indispensables aujourd'hui. C'était pour moi une des personnes très importantes au centre. Donc c'est une socio-analyse effectivement au sens fort, c'est-à-dire comment la sociologie donne des armes pour penser la souffrance psychique socialement produite. Alors, la socio-analyse, moi j'avais commencé avec les éducateurs, hein, la socio-analyse, mais c'est ça que je veux dire, parce que ça c'est important. Comment faire de la socio-analyse? Eh bien, pour faire de la socio-analyse, il faut faire de la sociologie. Et il faut faire une sociologie très exigeante. La sociologie, c'est pas dire « ah ben la souffrance sociale, gna 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 ». La sociologie, c'est essayer de comprendre comment des formes de conflits psychiques, de conflits parents-enfants, de souffrance psychique, de paralysie psychique, etc., sont liées à des histoires sociales, familiales, reconstruites sociologiquement. Hein? Et si on ne fait pas ce travail, on ne comprend pas, et c'est pas sérieux, je veux dire. Hein? C'est pour ça que c'est long, c'est long. Et c'est comme ça que tu conçois ce que tu appelles la sociologie clinique, hein? Oui. La sociologie clinique, pour moi, c'est ça. C'est essayer de retrouver, comme dit Bourdieu, hein, le subjectif. L'inconscient collectif. Non, l'objectif qui est au cœur du subjectif. Hein? C'est-à-dire les structures sociales, la place familiale dans les structures sociales, etc. etc. La sociologie clinique, c'est une réflexion sur le rapport entre sociologie et psychologie. Hein? Marcel Mauss, il disait qu'il faut faire de la sociologie psychologique. Mais pour faire ça, il faut faire vraiment de la sociologie. Il faut croire à la sociologie. Donc en 1996 a paru ton deuxième ouvrage intitulé Vichy et l'éternel féminin, qui est paru au Seuil. Comment est né ce projet? Alors là, c'est compliqué. On est en pleine socio-analyse. Parce que ce projet, j'ai perdu mon père fin 86, très brutalement.
Et ça m'a amené à réfléchir sur la petite enfance. En fait, je suis née en 40. Mon père était juif, Dreyfus, ma mère n'était pas, donc mariage mixte. Et mes parents sont partis à Pau, je suis née à Pau, c'était en zone libre. Et puis après, on a passé la guerre, une bonne partie de la guerre, dans un petit patelin du Pays Basque qui s'appelle Saint-Pé-de-Bigorre. Mais mon père est parti, il a rejoint la France libre, il est parti parce qu'il était juif et parce qu'il voulait s'engager dans la résistance. Et il est revenu qu'en 1945, parce qu'il a fait la campagne de France et la campagne d'Allemagne avec la 2e DB. Donc cette histoire de Vichy, c'est ma petite enfance. Hein, elle était prise là-dedans. Et puis il y a eu des tas de choses. Il y a eu Carpentras en 90. Moi j'y suis allée. J'ai pris le train et j'y suis allée au cimetière de Carpentras. Et puis... Qui était saccagé. Hein? Qui était saccagé. Oui. J'avais travaillé pas mal sur le genre, hein, finalement, dans la secte Brasilia, dans les instituts, parce qu'on n'a pas le temps de parler de ça, mais j'avais fait un gros travail sur une enquête sur les institutrices, qui était un matériel d'archives extraordinaire. Et puis aussi parce que je traînais un espèce de projet que j'ai jamais fait finalement, je ne sais pas si je le ferai jamais, sur l'hystérie, la construction psychiatrique de l'hystérie, le rapport entre médecine et église, hein, à la fin du 19e. Et puis Bourdieu m'avait passé à lire, quand il était sorti aux États-Unis en 1986, l'article de John Scott, qui s'appelle Gender, a Useful Category of Historical Analysis. Et cet article a été pour moi un déclencheur, parce que ce qu'elle souhaitait, enfin ce qu'elle proposait, c'est quelque chose de très important. C'était l'articulation genre-politique. Hein, c'est-à-dire comment les systèmes d'opposition masculin-féminin construits au cours du temps s'articulent avec le politique, comment ils font partie du politique. Et c'est un article pour moi qui avait été très important et qui m'a tout de suite fait penser à Vichy. Parce que j'y pensais déjà à Vichy, évidemment. Et je me suis lancée là-dedans. Voilà. Il y a sûrement d'autres raisons, mais enfin, c'est les raisons qui me semblent essentielles. Donc, travailler sur le genre, vraiment, travailler sur l'articulation genre-politique, et Vichy, c'était exemplaire pour ça. Hein. Alors, c'était pas très facile, parce que c'était un matériel très lourd, très pesant, c'est très répétitif. Moi, je lisais des trucs, des horreurs sur les femmes toute la journée, quoi. Je sortais de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, la BDIC à Nanterre. Je remontais dans ma voiture avec ma petite sacoche et mes photocopies et mes notes, et je me disais, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu fous là? C'était un tas, c'était un magma, c'était épouvantable, ça m'écrasait. Alors je crois que ce qui est écrasant là-dedans, c'est la violence de la banalité. Ça peut vous rendre muet, hein, ça donc placer dans une espèce de torpeur, dans la répétition au sens psychanalytique. Et d'ailleurs, je pense que le concept de Freud d'inquiétante étrangeté, qu'on pourrait traduire plutôt par inquiétante familiarité, hein, parce que c'est le retour inquiétant de choses familières depuis toujours, était très, très utile pour penser cette espèce de chape de plomb. Alors, quand on est dans sur un machin comme ça, il faut construire des défenses méthodologiques, un système de défense méthodologique. Et je crois que la meilleure des défenses, ça a été
d'arriver à repérer des lignes de production historique de producteurs d'éternel féminin. Espace social par espace social, champ par champ, comme dirait Bourdieu. Et donc je me suis, par exemple, attaquée à l'école. Alors, ce que je voudrais dire aussi, parce que ça je crois que c'est important, c'est que il faut accepter de se faire saisir par la rhétorique, par les mots de tous ces producteurs d'éternel féminin, de toutes ces petites revues qui expriment la divine surprise de la rencontre avec le maréchal. Depuis 10 ans que nous attendons ce moment, ils disent. Bon. Et donc il faut travailler sur ça et en même temps travailler avec les historiens, pour ne pas être naïf. Mais travailler sur ça, ça veut dire il faut accepter de se faire saisir par la violence de ça. Je crois que c'est très important. Alors, la défense méthodologique, effectivement, ça existe. Et donc, réintroduire de l'histoire encore. C'est-à-dire qu'il faut tirer des fils. Alors, par exemple, on voit un gars, il s'appelle René Benjamin, en 1941, tu le connais aussi, il écrit un bouquin qui s'appelle « Vérité et rêverie sur l'éducation », qui est un ramassis de conneries conservatrices sur l'école absolument monstrueux, où il dit que l'éducation des filles, c'est pas la peine. Les pères qui sont contents parce que leurs filles ont passé le bac, moi je dis, quels naïfs, quels étourneaux. Il y a 300 licenciés en droit qui font trottoir à Paris, enfin des trucs absolument hallucinants. Et de toute façon, une fille doit toujours être le double de sa mère. Ça, c'est magnifique comme définition d'éternel féminin, on ne peut pas rêver mieux. Alors, ce Benjamin, bon, il sort comme ça, et moi, je tire le fil de Benjamin. Je me dis, mais d'où il sort, celui-là? Je ne connaissais pas. Bon, compagnon de route dans l'Action française, etc. Et on se rend compte que dans l'entre-deux-guerres, au début même de l'entre-deux-guerres, il allait jouer les perturbateurs dans les congrès d'Instit. C'est là que je retrouve mon rapport des conservateurs à l'école primaire. Et il était protégé par les camelots du roi. C'était un type qui a écrit des trucs horribles sur la Sorbonne durkheimienne, sur Durkheim, qui a écrit des choses affreuses sur l'école publique et les institutrices. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Alors, en tirant ce fil, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît toute cette lutte entre la pensée conservatrice et la pensée républicaine sur l'école. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que je pense que maintenant, cette pensée conservatrice sur l'école, elle est en France tellement forte, tellement récurrente, et que l'idéal méritocratique, il est sans arrêt aussi obligé de se défendre. Et c'est peut-être ça qui a fait un idéal méritocratique propre, en rendant les écoles propres, en faisant appel aux médico-psychologiques. Alors donc, c'est très triste en fait, parce qu'on a l'impression que c'est inévitable, et c'est des luttes politiques sans fin. Mais enfin, je crois qu'il faut quand même prendre conscience que la pensée conservatrice en France, elle est forte. C'est pas parce qu'on a fait la Révolution française. Donc voilà, alors je tirais des fils, des fils dans l'enseignement, des fils dans la médecine, des fils dans l'Église, des fils dans la littérature, etc. Et ça, c'est ce qui était très original dans ta démarche par rapport à l'histoire des représentations, c'est ce travail justement par espace, par champ, avec toutes ces institutions et les enjeux spécifiques à chaque milieu qui produisent ces représentations. Oui, parce qu'il y a des enjeux spécifiques, et des enjeux institutionnels, et des enjeux professionnels, et des défenses du corps qui sont à l'œuvre dans la défense de l'éternel féminin. Bon, de toute façon, la médecine, c'est évident.
Mais tout ça, ça a la vie dure. Moi, je pense que ce travail sur Vichy, on retrouve des tas de choses aujourd'hui. Tu vois, les choses sur lesquelles tu as travaillé, là, mais je pense que les écrivains de la défaite, cette description de la dégénérescence, de la France perdue, etc., ces trucs qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle maintenant les nouveaux réactionnaires, qui n'ont rien de nouveau, quoi. Mais tu retrouves aussi ça parce que la politique de défense de l'école libre, la politique de défense, d'interdiction du mariage pour tous, etc., ces grandes manifs qu'on a vues, c'est la manif pour tous, c'est vraiment ça, hein, complètement. Donc, tu es passée directrice d'études en 98. Tu as suivi, encadré nombre de jeunes chercheurs, y compris avant. Même, tu les suivais même parfois non formellement, je peux en témoigner. Et ça t'a valu d'ailleurs de recevoir les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite de la part du président de l'École des hautes études, François Weil. Comment est-ce que tu conçois la transmission du métier de sociologue ? Ben, un peu avec tout ce que je viens de dire, hein. C'est ce que j'ai essayé de faire partager à mes étudiants, c'est-à-dire les faire lire, les encourager à lire des choses qui peuvent résonner avec leur objet de recherche, les aider aussi à dégager les impasses de leur rapport à l'objet de recherche par la socio-analyse, par leur propre socio-analyse, hein. Et puis les sensibiliser à tous ces phénomènes terribles de naturalisation du social, de rapport entre classements savants et classements sociaux, de stigmatisation, d'exclusion. Voilà, et puis aussi en adhérant moi-même très profondément à quelque chose que disait Bourdieu, dont on n'a pas beaucoup parlé dans cet entretien, mais qui a été pour moi très important, qui est que dans la réflexion sociologique sur soi-même, dans la socio-analyse, quand on manie toute cette pâte, il peut y avoir tout d'un coup un rire libérateur qui se fait et qui lève les pesanteurs. Voilà, c'est un peu ça. Francine Hummel-Dreyfus, merci beaucoup.